Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle webconférence organisée par VECA en partenariat avec la CASDEN Banque Populaire, la banque coopérative de toute la fonction publique. La CASDEN parraine un cycle de plusieurs webconférences, dont celle-ci intitulée aujourd'hui « Réussir dans la fonction publique, fonctionnaire, une carrière à choix multiples ». Autre partenaire, l'association des DRH des grandes collectivités qui regroupe près de 220 adhérents, très présents dans tous les débats qui ont concerné la loi sur la transformation de la fonction publique et qui est conçue par et pour des professionnels DRH dont elle est aussi le porte-voix. Notre volonté, grâce à nos deux intervenants, est d'aller contre une idée fausse selon laquelle les carrières publiques seraient nécessairement linéaires, ce qui empêcherait soit des fonctionnaires de tenter une quelconque mobilité, soit des personnes tentées à rentrer dans la fonction publique à hésiter. Et pourtant, la récente loi de transformation de la fonction publique fait précisément de la carrière des agents publics, grâce à la mobilité et à l'accompagnement des transitions professionnelles, un axe majeur de l'évolution de l'emploi public. Ces transitions peuvent avoir lieu, bien sûr, soit en interne et dépendent beaucoup du management de nos organisations. Elles peuvent avoir lieu entre collectivités locales, elles peuvent avoir lieu entre fonctions publiques, elles peuvent avoir lieu également vers le privé. Celles qui ont lieu entre fonctions publiques posent souvent le problème de la porosité entre nos différentes fonctions publiques. En tout état de cause, la réussite d'une carrière passe notamment par une bonne connaissance des règles, de la réalité et des opportunités. Alors, comment concevoir sa carrière au cœur de transformation publique? Quelles sont les possibilités qu'offre le statut? Quelles sont les règles en termes de parcours professionnel et de mobilité? Quels outils d'accompagnement à la carrière? À toutes ces questions et à celles que vous voudrez bien nous poser, nous allons répondre. L'objectif, outre le rappel des outils et des principes, est de vous informer sur les possibilités et les compétences sollicitées, ainsi que de proposer des conseils issus du vécu. Et pour aborder toutes ces questions et surtout répondre aux vôtres, comme je vous le disais, deux intervenants. Sylvie Billard-Baron, vous êtes directrice ressources humaines et logistique, directrice des carrières au Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord. Vous êtes une experte de ces questions. Jérôme Pêche, vous êtes DGA en charge des richesses humaines, jolie formulation, richesses humaines, à la ville de Blagnac. Et je vous présenterai peut-être un peu plus longuement un peu plus tard afin que nous puissions revenir sur votre parcours. Merci à tous les deux. Moi, je m'appelle Hugues Périnel, je suis journaliste et médiateur. Au cours de cette webconférence, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre questions qui est à la droite de votre écran sur l'interface GoToWebinar et nos intervenants, évidemment, se feront un plaisir d'y répondre. Enfin, nous vous informons que cette webconférence sera en replay, donnera lieu à un enregistrement en replay qui sera mis en ligne et dont un lien vous sera envoyé par mail dans les jours qui viennent. Mais il est temps de commencer, de vous passer la parole, Sylvie Baron-Billard, peut-être en commençant par quelques rappels juridiques des chiffres et des éléments de contexte. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors, quelques éléments de contexte, oui, comme vous a rappelé Hugues Périnel tout à l'heure, donc comment concevoir sa carrière au sein des transformations actuelles de la fonction publique, des métiers, des services, quelles sont les possibilités qu'offre le statut, les règles de ce parcours de carrière. Donc, je tenterai de revenir sur ces éléments un peu statutaires et juridiques et pour après essayer de vous proposer quelques conseils, quelques outils pour réussir et booster votre carrière, donner quelques clés, quelques outils RH et que pourra bien évidemment illustrer Jérôme Pêche à l'issue de mon propos en revenant sur son parcours de carrière professionnelle. Alors, quelques chiffres aujourd'hui. Donc, on voit que dans la fonction publique territoriale, 54 cadres d'emploi regroupés en 8 filières, donc qui sont très diversifiées. La filière administrative, animation culturelle, le médico-social, la police, sportif, technique. Voilà, on voit vraiment que c'est vraiment très diversifié. Dans la fonction publique d'État également, un ensemble de corps qui là sont plutôt regroupés par ministère, actuellement 16 ministères au total. Et puis une fonction publique hospitalière regroupée également en 7 filières, en passant par l'ensemble des personnels administratifs, ouvriers et techniques de soins, enseignants, socio-éducatifs et les praticiens hospitaliers. Alors, quelques éléments de contexte également. La fonction publique donc offre de nombreuses possibilités de carrière. On définira cette notion de contour
de carrière et d'évolution et de déroulement de carrière, notamment grâce à cette mobilité intra- et interfonction publique. On voit bien que grâce à la richesse et la diversité des métiers, des filières, des corps et des cadres d'emploi, qu'elle est ouverte et accessible à un ensemble de profils aussi variés que de métiers qui peuvent être exercés. Donc, ce qui permet voilà, de faire les contours de cette carrière à choix multiples liée à cette diversité. Donc, le grand principe fondamental de la fonction publique reste la séparation entre le grade et la fonction. En effet, le fonctionnaire est titulaire de son grade, mais pas de sa fonction, ce qui lui permet, avec un même grade, d'exercer plusieurs fonctions, plusieurs métiers tout au long et au sein de son parcours professionnel. Et en même temps, ça lui donne une certaine garantie d'emploi et de continuité et de déroulement de carrière. Donc le statut, on parle de statut pour la carrière qui, comme le secteur privé et le Code du travail, permet de définir le cadre juridique dans lequel la carrière de chaque fonctionnaire va évoluer. Donc le statut général, qui reprend les 4 lois principales, la loi de 83 du droit et obligations des fonctionnaires qui s'applique à l'ensemble des fonctions publiques, et les 3 lois spécifiques de 84 pour la territoriale et l'État et de 86 pour l'hospitalière. Découlent et sont complétés, le statut général est complété par des statuts particuliers là qui fixent particulièrement pour chaque corps et cadre d'emploi les conditions de déroulement de ces carrières et donc qui fixent le cadre juridique de la situation de la carrière des fonctionnaires. Alors, on va revenir particulièrement sur le système de la carrière. Oui, c'est un système de carrière. Et puis peut-être ce qu'il y a de commun et de différent entre les différentes fonctions publiques. D'accord. Alors oui, donc la fonction publique qui s'organise sur le système de la carrière. Donc chaque fonctionnaire rentrera au début de sa carrière dans un corps, donc corps pour la fonction publique d'État et hospitalière, ou bien dans un cadre d'emploi, un corps pour la fonction publique d'État ou hospitalière et dans un cadre d'emploi pour la fonction publique territoriale. Et donc, ces fonctionnaires seront soumis au même statut particulier dans lesquels chacun ou chacune progressera et fera le déroulement de sa carrière. Donc, une fois qu'il sera rentré dans ce corps ou de ce cadre d'emploi, il sera affecté à un emploi. Et donc, comme on a dit, dans chaque statut particulier, figure la typologie et le type de métier que pourra exercer chaque fonctionnaire dans chaque corps ou chaque cadre d'emploi. Donc, les fonctionnaires ont également possibilité de changer d'emploi et de métier sans avoir d'incidence ni de subir de conséquences sur le déroulement juridique et statutaire de leur carrière, ce qui leur permet une certaine garantie et une carrière évolutive dont il ou elle est acteur et actrice. Et on verra bien l'importance dans le déroulé de mon propos de cette notion d'être acteur et actrice de son parcours de carrière professionnelle. Alors, on commence déjà à avoir un certain nombre de questions, notamment sur les possibilités de changer d'emploi et de métier, mais je vous propose de les regrouper un peu plus tard dans la suite de votre propos. Oui, je reviendrai sur les changements de métier et de filière qui sont les possibilités également offertes. Donc après la réussite au concours, donc la règle principale du recrutement dans la fonction publique, quelle que soit la fonction publique, est bien sûr le concours. Après la réussite à ce concours qui donne bientôt priorité aux fonctionnaires, enfin, aux lauréats de concours d'accès aux emplois publics. Et donc, malgré la similitude de ces carrières, on voit bien la particularité où la fonction publique d'État, il y a recrutement avec une affectation immédiate après réussite au concours par ordre de mérite. Dans la fonction publique hospitalière, là, les concours sont organisés plutôt au niveau local par les établissements. Il existe même des concours sur titre et non sur épreuve. Et enfin, dans la fonction publique territoriale, là, les lauréats sont inscrits sur une liste d'aptitudes et là, par ordre alphabétique, il n'y a pas d'ordre de mérite, qui est valable 2 ans, renouvelable 2 fois, donc 4 ans au total. Et chaque lauréat doit lui-même là postuler et donc être acteur du démarrage de son parcours de carrière et doit postuler sur un emploi.
On verra à la fin également les modalités et les possibilités de recherche de postes au sein de la fonction publique. Alors, une question qui arrive souvent, c'est est-ce qu'on peut travailler sans passer de concours? Oui, tout à fait. Donc, oui, c'est possible, même si la voie préalable pour notamment dérouler cette fameuse carrière et le concours, des possibilités sont offertes également en tant qu'agent contractuel de droit public, où là, c'est un mode de recrutement souvent privilégié pour trouver des profils avec des compétences ou des expertises particulières. La loi de transformation a notamment renforcé également le recours aux contractuels, tout en sachant qu'on tend quand même vers un statut pour également, enfin un statut entre guillemets bien évidemment, mais pour aussi également gérer ces agents contractuels et qu'ils soient soumis à des règles dans le cadre de leur parcours d'agent contractuel. D'autres types de recrutement également sans concours. On parle souvent de recrutement direct en catégorie C avec une période de stage qui permettent d'intégrer ensuite la fonction publique, des dispositifs également pour les travailleurs bénéficiant de reconnaissance RQTH qui peuvent bénéficier d'un contrat à durée déterminée avant l'intégration en tant que fonctionnaire à l'issue de son contrat. Et puis également le pacte, le parcours d'accès aux carrières de la fonction publique qui permettent d'exercer et de travailler dans la fonction publique sans concours. Donc les étapes, en reprenant brièvement les étapes de la carrière d'un fonctionnaire, hein, le recrutement par concours, l'affectation également sur un emploi, la période de stage auquel chaque fonctionnaire est soumis, et à l'issue la titularisation. On a un petit mouvement de PowerPoint, mais tout va revenir. Voilà. Donc, à l'issue de cette titularisation, le fonctionnaire va pouvoir bénéficier d'un déroulement de carrière, à la fois par des avancements de grade, des avancements d'échelon, des promotions dans l'ensemble des corps et des cadres d'emploi. Le fonctionnaire bénéficie également d'un droit à rémunération qui comprend des primes et des indemnités. Pour lesquels chaque entité n'est pas obligée de le mettre en œuvre. Mais aujourd'hui, le cadre indemnitaire de référence pour la fonction publique d'État et territoriale est le RIFZEP, le fameux régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel. J'attire votre attention également sur le fait que lors des mobilités interfonctions publiques, c'est bien votre carrière qui fait cette mobilité-là, mais pas votre régime indemnitaire. Donc, attention lors de mobilité et de changement de fonction publique à avoir une attention particulière sur l'évolution ou pas et les modalités de rémunération que vous allez pouvoir avoir. Donc, voilà, on revient brièvement sur l'avancement, hein, qui constitue une progression de la carrière, de l'échelon par ancienneté, de l'avancement de grade qui n'est pas de droit mais au choix et pour lesquels on peut également faire avancer plus rapidement par examen professionnel ou également par promotion. Donc, tous ces éléments-là, de toute façon, sont remplis dans les statuts particuliers de chaque corps et cadre d'emploi. Alors, à ce stade, nous allons, vous poser une question et vous répondez par oui ou par non à la question qui vous est posée. Est-ce que vous vous considérez, vous, correctement informé sur vos possibilités de carrière? Vous répondez par oui ou par non et nous soumettrons les résultats de ce court sondage à nos intervenants pour voir si des commentaires qui peuvent éventuellement y apporter. Alors, sur cette partie booster sa carrière, qui est un véritable sujet, c'est un sujet sur lequel nous serons un tout petit peu plus bref, parce que il y a eu il n'y a pas très longtemps une webconférence sur le même sujet qui s'intitulait Changer de poste dans la fonction publique, qui d'ailleurs qui est sur le site VK et qui avait la CASDEN pour partenaire, et vous retrouverez beaucoup d'éléments concernant cette partie-là, mais on voulait quand même la citer pour être le plus complet possible. Voilà. Donc voilà, cette fameuse garantie et droit du fonctionnaire sur la mobilité, hein, donc qui a été repris dans la webconférence précédente, qui permet cette mobilité d'évoluer au sein de la fonction publique
donc chaque fonctionnaire est originaire, mais également de passer d'une fonction publique à une autre. Alors, elle est à la fois interne et externe à travers plusieurs positions statutaires, donc que je ne déroulerai pas puisqu'elles ont été vues, que représentent la mutation, le détachement, les possibilités d'intégration directe, la mise à disposition, la disponibilité. Et donc, je vous invite à aller voir le replay qui définit et va dans le détail de ces différentes possibilités statutaires et positions statutaires. Alors, à ce stade, Sylvie, on commence à avoir beaucoup de questions. Je vais commencer à les regrouper. Une première qui est, peut-on, en tant que fonctionnaire territorial, se mettre en disponibilité pour être employé en qualité de contractuel avec une meilleure rémunération par la même collectivité? C'est con. Alors, pendant la période dite de disponibilité, effectivement, le statut permet aux fonctionnaires en disponibilité d'avoir accès à des périodes d'agents contractuels au sein de théoriquement d'autres collectivités, parce que faut pas oublier que on ne peut pas recruter des contractuels dans n'importe quelles conditions, à dans n'importe quelle catégorie, sur n'importe quel poste et avec n'importe quelle rémunération. Comme je disais toujours, ça répond à des besoins de la collectivité et également à des références juridiques. Donc, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus dans n'importe quelle situation, en sachant qu'attention, le risque quand l'agent se met en disponibilité, c'est le risque de retour. Il n'y a pas un droit à retour dans son poste et dans son cadre d'emploi ou dans son corps d'origine. Donc, c'est aussi une certaine forme de risque que prend le fonctionnaire. Donc, voilà, attention à la vigilance en cas de changement de position statutaire. C'est de la responsabilité de l'employeur aussi de répondre à cette chose-là. Actuellement, en détachement dans la fonction publique d'État entre deux ministères, je souhaite demander un détachement de droit privé vers un bailleur social. Comment est-ce que je peux valider cette possibilité? Alors, détachement entre deux... Il est en détachement entre deux ministères et il Ouais. souhaite un détachement de droit privé vers un bailleur social. Il faut mettre fin déjà à ce premier détachement entre les deux ministères pour pouvoir redemander un nouveau détachement auprès de ce bailleur privé. Puisqu'on ne peut pas être double détaché, il faut mettre fin à la première relation pour pouvoir bénéficier de la seconde. D'accord. Quelle voie de recours si votre administration d'origine refuse le détachement? Alors, le détachement, s'il est de droit, donc il n'y a pas possibilité de refus, l'administration peut s'opposer en cas de nécessité de service, mais elle doit démontrer et apporter la preuve que voilà, l'agent, pour continuité et nécessité de service, ne peut pas s'absenter et partir en détachement. Voilà, et le préavis est de 3 mois maximum. Pour pouvoir bénéficier de ce détachement, les voies de recours, c'est que l'administration doit apporter la preuve que le détachement n'est pas possible pour nécessité de service. Et bon, je pense que D'accord. ça n'a qu'un temps, voilà. Parce qu'après, on peut également recruter pour pallier ces nécessités de service, quoi. Donc, Et puis, peut-être deux autres questions et on regroupera les autres après. Combien de fois la mise à disposition est-elle renouvelable? mise à disposition, elle est pour une durée de 3 ans, renouvelable une fois dans le même délai. 3 ans, renouvelable une fois. Renouvelable une fois. Très bien. Et puis peut-être une dernière, pouvez-vous nous expliquer la position PNA, position normale d'activité? Si je peux me permettre, Sylvie, de répondre à cette question, parce que c'est une disposition qui concerne surtout l'État en réalité. Donc c'est une position administrative en fait qui permettait, avant la mise en place du RIFSEP, parce qu'il y avait des différences de régime indemnitaire selon les ministères,
et qui permettait de faire une mobilité d'un ministère à un autre, tout en conservant son niveau de prime de son ministère d'origine, en fait, en réalité. Hein. Donc c'est une position, enfin je parle sous votre contrôle, Sylvie, qui était surtout utilisée dans la fonction publique d'État pour une mobilité au sein de la fonction publique d'État, en fait. Très bien, très bien, très bien. Écoutez, et je veux préciser sur la mise à disposition, c'est dans la limite de 10 ans au total. D'accord. Sur le renouvellement, par période de 3 ans. 3 ans, une fois, d'accord. 3 ans, une fois, et dans une période de 10 ans. Dans la limite de total de 10 ans. D'accord. Juste avant de continuer, et je regrouperai d'autres questions, je rassure les internautes, les résultats du sondage que nous avons évoqué, plus de 51% des personnes, un peu plus de la moitié, considèrent qu'elles ne sont pas correctement informées. D'où justifie totalement ce webinaire. Donc, je vous propose on va remettre les slides et je vous propose de continuer votre présentation, Sylvie. Oui, merci beaucoup. Donc, les lois fondamentales, hein, bien sûr, donc la loi de 83 qui fixe les droits et obligations des fonctionnaires auxquels on retrouve tout ça, qui a été vraiment renforcée par la loi de transformation qui fait de la carrière des agents publics et de leur évolution au sein de l'emploi public grâce à la mobilité, à l'accompagnement des transitions professionnelles, un axe majeur et une priorité pour justement faire de cette carrière une carrière non linéaire et une carrière à choix multiples au sein des fonctions publiques. Donc, comment booster sa carrière? On a vu en changeant de poste, au travers des dispositifs de mobilité interne et externe qu'on a vu précédemment. On voit également qu'on peut booster en changeant de métier. Donc, ça revient également à ce qui a été demandé par question tout à l'heure. Donc, on peut changer de métier au sein de la même filière, puisque on est titulaire de son grade, mais pas forcément de son métier ni de sa fonction. La fonction publique territoriale également permet au sein de la même catégorie de changer de filière pour exercer un autre métier. Et après, vous pouvez également changer de catégorie pour donner vraiment un vrai coup d'accélérateur à votre carrière, en passant des examens professionnels ou bien des concours. Ce sera intéressant d'avoir les témoignages de Jérôme tout à l'heure sur ses mobilités et sa propre carrière. Donc, pour vraiment avoir une notion et une représentation de la richesse et de la diversité des métiers, le portail de la fonction publique propose l'ensemble des répertoires des métiers sur les 3 fonctions publiques, à la fois les métiers territoriaux, interministériels de l'État et de la fonction publique hospitalière, où à travers ces 3 fonctions publiques, il y a à peu près 500 métiers différents qui peuvent être exercés, toutes catégories confondues et toutes fonctions publiques. Donc, on voit bien la richesse que permet la fonction publique pour le déroulement et la richesse de la carrière. Donc, on distingue des métiers porteurs et également d'autres en tension, alors notamment dans le contexte de départ en retraite, de développement de nouveaux métiers et de transformation de la fonction publique. Alors, quelques repères pour la fonction publique d'État, les secteurs qui peuvent recruter, la sécurité, la justice, l'éducation nationale, la recherche. Dans l'hospitalière, bien sûr, les médecins, les infirmiers, infirmières, aides-soignants. Et dans la territoriale, également sur le domaine de la sécurité, dans le domaine médico-social, le secteur de l'environnement qui recrute, ainsi que les métiers techniques, sont autant de secteurs et de métiers porteurs aujourd'hui au sein des fonctions publiques. Donc, pour booster sa carrière, on le verra à travers également le parcours de Jérôme Pech tout à l'heure, les mobilités fonctionnelles ou géographiques, qui permettent de changer ou de bassin d'emploi ou de fonction. Et la loi de transformation, bien sûr, qui renforce ces possibilités-là. La mobilité interministérielle, donc qui permet au sein de la fonction publique d'État de basculer, et dont on voit tout à l'heure, par exemple, sur l'exemple du détachement entre fonctions publiques et entre ministères, mais également, il y en a qui n'ont pas de possibilité de mobilité géographique, de faire des mobilités fonctionnelles dans des bassins d'emploi, au sein du même bassin d'emploi, et de construire des logiques de parcours professionnel et d'évolution et de construction de métiers. Et donc, tous ces mobilités et
fonction publique sont permis également par tous les dispositifs statutaires des lois et des lois de transformation. Alors, avant de passer au conseil que vous proposez et aux outils, quelques questions encore. Quelle est la meilleure disposition dans un contexte de mobilité obligatoire pour le suivi de conjoints, le temps de retrouver une mutation ou un autre emploi? Il y a la disponibilité pour suivi de conjoint qui permet, voilà, dans l'attente, de pouvoir retrouver un poste de fonctionnaire, de suivre son conjoint, donc la disponibilité. Et il ne faut pas oublier que pendant cette période de disponibilité, l'agent peut exercer des missions de contractuel de remplacement et donc n'est pas forcément sans emploi, forcément, mais dans l'attente de pouvoir retrouver un emploi plus stable. Oui, parce qu'il y avait une question annexe qui était de savoir s'il y avait une indemnisation dans le cadre d'une demande de disponibilité pour rapprochement de conjoint. En fait, l'indemnisation, elle est en fait qu'on peut continuer à travailler. Oui, tout à fait. Pour certains. Je suis contractuel dans la fonction publique territoriale. On a l'impression d'être assez dans l'air, hein, c'est incroyable. Je suis contractuel dans la fonction publique territoriale et l'on me propose de me titulariser via 1 an en tant que stagiaire. Est-ce que je peux négocier un salaire ou est-ce que je dois commencer à l'échelon le plus bas? Alors, on a vu tout à l'heure que le recrutement, c'était par concours. On peut être recruté en recrutement direct 1 an stagiaire, mais en catégorie C. Et donc, il faut bien démarrer au premier échelon du premier grade de la grille de ce grade ou de ce corps en fonction de la situation. Après, il y a le régime indemnitaire, hein, si l'employeur public l'a mis en œuvre. Et puis après, en fonction de la situation et de la reprise des services exercés à la fois par l'agent concerné ou en tant que contractuel, mais également de la reprise de services, des fois peut s'effectuer sur des missions dans le secteur privé. D'accord. Jérôme, peut-être que Jérôme Pech voulait intervenir. J'ai vu que vous souhaitiez. Non, je vous suis tout à fait, Sylvie. D'accord. Merci. J'étais complètement satisfait de la réponse, c'est ce qui m'a dit. Voilà. Est-ce qu'on peut passer de catégorie C à catégorie B sans concours ou examen professionnel, juste à l'ancienneté? Non. L'ancienneté, comme un diplôme, n'est pas un critère permettant le passage d'une catégorie à une autre. Donc, elle se fait soit par la voie d'un concours ou de l'examen ou par la voie de la promotion interne. D'accord. Et peut-être une dernière avant de continuer. Après une rupture conventionnelle, on n'a pas évoqué ça tout à l'heure, est-il possible d'être recruté comme contractuel dans la même administration ou une autre? Alors attention, il y a notamment il y a l'attention à avoir sur l'indemnité de rupture conventionnelle qui pourrait être négociée et donc versée à la fin de cet processus de rupture conventionnelle, avec des conditions particulières en cas de réemploi au sein de la fonction publique et donc d'obligation de remboursement de ce versement d'indemnité de rupture conventionnelle. Donc à bien préciser et regarder la réglementation. Très bien. Je vous propose qu'on entame la dernière partie de votre présentation sur les conseils et les outils pour réussir dans la carrière. Donc après avoir rebalayé les règles statutaires, les droits et notamment le droit à la mobilité, on va passer à quelques outils RH et puis également à un autre droit fondamental qui est la formation et qui permet de booster sa carrière et de la faire évoluer au sein de sa fonction publique ou des autres. Donc, on voit bien qu'un des outils fondamentaux est l'entretien professionnel qui permet d'évoquer les perspectives d'évolution professionnelle à la fois en termes de carrière et de mobilité que chaque agent souhaite ou peut évoquer avec sa hiérarchie annuellement. Vous pouvez passer les slides. Voilà. Donc voilà, évoquer les perspectives d'évolution en termes de carrière et de mobilité. C'est vraiment le moment aussi également d'en parler avec son employeur et avec sa hiérarchie directement.
Un autre dispositif est la validation des acquis de l'expérience, un autre outil RH qui permet de valider de l'expérience professionnelle en reconnaissance d'un diplôme en tout ou partie, mais attention, le dispositif de VAE ne donne pas droit à un concours, ne donne pas droit à un grade ni à un changement statutaire, particulièrement dans la fonction publique. Ça permet de valoriser son expérience professionnelle. Alors, pour accélérer également son évolution, on a vu, hein, on pouvait, pour avancer en termes de grade ou de catégorie, vous pouvez également avoir accès à des préparations au concours ou examen, ce qui permet de pouvoir préparer correctement les concours et examens et de pouvoir y avoir accès et donc de faire évoluer sa carrière de fonctionnaire. Et enfin, à ce sujet, il y a plusieurs questions sur le fait de personnes qui sont en disponibilité et qui demandent si elles ont le droit de présenter des concours internes. Alors, quand vous allez devoir préparer des concours internes, vous allez devoir de justifier d'un certain nombre d'exercices d'années et en tant qu'agent public. Mais il me semble que le fonctionnaire doit être en activité au moment où il s'inscrit au concours, et notamment au concours interne. D'accord. Et enfin, une autre garantie permise par le statut et le droit des fonctionnaires, c'est la formation, qui est bien un instrument qui permet d'accompagner les parcours et de faciliter les transitions professionnelles. Alors à la fois pour le faire évoluer sa carrière, mais également au service de la carrière lorsqu'il y a une mobilité ou une évolution professionnelle. Donc avec ce double volet au service de la carrière de l'agent, soit en amont, soit par la suite. Et enfin, des dispositifs un peu particuliers de bilan de compétences qui permettent de mettre des projets professionnels et des projets de formation derrière pour accompagner la carrière de l'agent. Et le dispositif de compte personnel de formation, qui a été également réactualisé par la loi de transformation, qui est l'ancien droit individuel à la formation. Donc, chaque agent a un compte avec un nombre d'heures qui est alimenté chaque année par des droits et qui permet de mettre à profit un projet d'évolution professionnelle et donc de mobiliser les droits sur le compte personnel de formation. Et il y a un site dédié, moncompteformation.gouv.fr. Géré par la Caisse des dépôts. Oui. Alors précisément, question que nous posons aux internautes, avez-vous créé un compte pour consulter vos droits sur votre CPF? Réponse oui ou non. Et nous soumettrons les résultats à nos deux intervenants. Peut-être 2-3 mots sur le congé de formation. Oui, alors le congé de formation qui est aussi interfonction publique et qui permet à l'ensemble des agents publics d'y avoir accès. Alors attention à quelques conditions, mais qui fait partie intégrante des dispositifs de formation à mobiliser. Alors enfin, pour terminer mon propos, où consulter les offres aujourd'hui, c'est le site, la place de l'emploi public, le premier site d'emploi public commun aux 3 fonctions publiques et aux 3 versants et qui permet de visualiser l'ensemble des emplois publics à disposition et vacants sur lesquels les agents peuvent postuler. Donc, toute spécialité confondue, tout métier, toute fonction publique, tout secteur géographique. Donc vraiment, après, voilà, avec d'autres consultations d'offres, les sites internet, les réseaux sociaux également aujourd'hui, qui sont fort développés, mais la place de l'emploi public regroupe vraiment voilà, et est éco-construit avec l'ensemble des fonctions publiques. Enfin, le CV, un CV bien sûr qui fait souvent partie intégrante des parcours et de mobilité et de carrière. Donc, un peu moins au départ pour la fonction publique d'État, puisque au départ, l'affectation se fait avec l'obtention du concours, un peu plus dans la fonction publique territoriale hospitalière, mais c'est quelque chose qui sera indispensable dans votre parcours de mobilité et d'évolution professionnelle que vous pourrez donc enrichir avec l'ensemble de votre carrière, des parcours de mobilité et des dispositifs de formation que vous aurez utilisés. Donc pour conclure mon propos,
Voilà, une carrière à choix multiples, on le voit, qui peut s'avérer ambitieux, avec de nombreuses possibilités d'évolution, de carrière, de prise de responsabilité, en étant acteur de son parcours de carrière et qui permettent donc de l'accélérer et de pouvoir avoir accès à beaucoup de métiers d'employeurs et de diversité au sein de cette fonction publique. Bien, ben merci beaucoup Sylvie. On va encore vous poser quelques questions avant de passer passer la parole à Jérôme. Notamment, au bout de combien de temps peut-on prétendre à la préparation des concours internes? Est-ce que c'est dès l'entrée ou... Oui, dès que l'agent est agent public, il peut bénéficier du dispositif. Alors, c'est en accord, bien sûr, avec l'employeur, en accord avec les nécessités de service, de pouvoir organiser cette inscription et cette préparation au concours avec la continuité du service public. Comment se calcule le CPF? Alors, il se calcule en fonction du temps de travail. L'agent acquiert un nombre d'heures annuelles maximum par an, qui est alimenté de manière automatique par l'employeur avec les déclarations sociales. Et il atteint maximum 150 heures en plafond et que l'agent peut après utiliser, mais alors bien sûr en accord selon les dispositifs mis en œuvre par l'employeur, en accord avec l'employeur. On a des questions là-dessus, c'est toujours en accord avec l'employeur. Oui, oui, tout à fait, parce que il y a une partie financement qui relève de l'employeur et donc ben voilà, ce sont des choses qui doivent être possibles. Financement inscrit les crédits, organisé avec la continuité de service, et c'est au service d'un projet professionnel particulier. Donc, c'est pas au service de la formation professionnelle continue habituellement en lien avec les métiers de l'agent. D'accord. Bon, d'autres questions, notamment sur la manière de passer de la fonction publique territoriale à la fonction publique d'État, mais ça, on l'évoquera peut-être avec Jérôme tout à l'heure. Je suis en train de passer des concours de la fonction publique territoriale en catégorie A. Si je réussis un concours, est-ce que je démarre au salaire de base du grade ou puis-je faire valoir mon ancienneté professionnelle? J'ai 15 ans d'expérience avec des CDD dans différents postes en collectivité. Oui, donc il y aura le dispositif de reprise d'ancienneté à la stagiarisation ou à la titularisation à l'issue de la période, avec un calcul de reprise des 3/4 de l'ancienneté au titre des services publics ou la moitié des titres au service privé. Et donc, l'agent a le choix de reprendre la situation la plus favorable qui lui permet de faire entrer l'ancienneté dans les grilles sur sa situation. Bien, mais écoutez, merci. Il y a plein d'autres questions, mais je voudrais qu'on donne la parole à Jérôme, mais peut-être si on a un peu de temps à la fin de notre webconférence, on reviendra sur ces dernières questions. Jérôme Pech, je disais tout à l'heure que je voulais revenir sur votre parcours et puis pouvoir vous poser quelques questions qui vont illustrer d'ailleurs les propos de Sylvie. Vous avez commencé votre carrière comme statisticien au CNFPT, puis ensuite un passage à la région Île-de-France comme chargé d'évaluation politique publique, puis au conseil départemental du Val-de-Marne, je crois, chef de service finance RH, puis DRH adjoint au même conseil départemental. Là, vous quittez la territoriale, si je puis dire, enfin en tout cas vous éloignez pendant un moment, pour rentrer à l'université de Sophia Antipolis à Nice, comme DRH d'abord, puis DGA. Et à l'occasion de laquelle, d'ailleurs, vous avez créé une association des DRH de l'enseignement supérieur. Et depuis quelques mois, vous êtes DGA en charge des richesses humaines à Blagnac, où vous êtes dans votre bureau. D'ailleurs, on le voit, puisque derrière vous, il y a un superbe panneau de Blagnac. Vous avez vu, je suis très corporate. C'est très bien. Alors, moi, j'avais plusieurs questions qui, en fait, il y a à la fois dans votre parcours et dans le parcours d'autres collègues, le fait d'avoir changé de métier, c'est-à-dire d'être passé de l'expertise, la statistique, etc., à des métiers plus opérationnels.
Et puis on parlera également des autres types de mobilité après, mais qu'est-ce que ça mobilise, ça? On a évoqué tout à l'heure, par exemple, le répertoire des métiers, notamment celui d'un territorial fait par le CNFPT. Est-ce que, peut-être pas pour vous, mais pour d'autres personnes, ça peut être aussi un outil qui permet d'oser changer de type de métier, je dirais? Ben, disons que ce que ça mobilise, c'est surtout la question que ça pose. C'est-à-dire que moi, comme vous l'avez dit, que j'ai commencé ma carrière sur une fonction d'expertise, statisticien, donc c'est un métier qu'on trouve en collectivité, mais on est vraiment très très peu nombreux en réalité. Et moi, j'avais l'envie, en tout cas, d'évoluer vers d'autres fonctions. La question qui se pose, c'est évoluer vers quoi, pourquoi faire. Et sur la base en fait, la question que je me suis posée à l'époque, c'était quelles sont les compétences que je peux transférer, en fait. C'est-à-dire qui sont des compétences que j'ai développées de par ma formation initiale et ma première expérience professionnelle et qui pourraient être utilisées dans d'autres métiers, en fait. Donc ça, c'est vrai que les répertoires des métiers sont une ouverture, en fait, sur cette réflexion. Et notamment, je tiens à saluer le travail super intéressant du CNFPT depuis de nombreuses années. C'est quand même un outil formidable qui est largement beaucoup plus performant que celui qu'on peut trouver à l'État ou dans d'autres fonctions publiques, me permet. Voilà, parce que justement, il y a une réflexion pour en faire d'ailleurs un outil dynamique au service de la mobilité. Voilà, donc c'est pas une photographie figée, mais c'est bien un travail qui met en lumière un peu finalement les aires de mobilité entre les métiers, les compétences transférables. Donc ça, c'est une première chose. Après, l'autre chose, moi, dans le cadre de mon expérience, c'était ce qui m'a beaucoup aidé, c'est l'échange avec les pairs, en fait, c'est-à-dire des gens qui étaient dans mon environnement professionnel et avec qui j'ai un peu discuté justement de mon évolution professionnelle et vers quel type de métier je pouvais aller, sachant que je me sentais un petit peu enfermé dans mon expertise. Et c'est une collègue à l'époque qui m'avait dit, mais écoute, c'est tout bête, t'es statisticien, donc les chiffres, c'est un peu ton pain quotidien. Peut-être que sur une fonction un peu financière, tu pourrais avoir un profil qui intéresse. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé puisque j'ai été recruté au Val-de-Marne au départ une fonction financière, ensuite un service qui s'est transformé plutôt en ressources plus larges, en fait, intégrant les ressources humaines. Donc, je dirais, pour résumer, sur comment est-ce qu'on peut sortir de son expertise, une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut transférer comme compétences, ce que j'ai envie de faire aussi, et quelles sont les opportunités. Parce que je crois beaucoup que la vie est faite d'opportunités. Moi, je suis pas du tout dans une planification. Parfois, on entend des collègues ou des personnes qui sont dans des trajectoires à très long terme. Moi, j'y crois pas trop. Je crois plutôt que c'est des rencontres aussi, des choses très humaines finalement qui offrent ou peuvent offrir des opportunités. Et c'est vrai que cette bascule-là, moi, j'ai eu la chance de pouvoir la faire en changeant de collectivité, c'est-à-dire qu'à la fois j'ai changé de collectivité et j'ai changé de métier, ce qui est quand même pas simple. Et je tiens à remercier quand même le Val-de-Marne aussi d'avoir fait ce pari-là. Et souvent, c'est quand même plus simple d'opérer un changement de métier au sein de son employeur, en fait, parce qu'on est connu, parce que voilà, et ensuite, éventuellement, de changer d'employeur. Ce qui prouve tout de même que le côté, on peut très bien avoir à la fois avec la variété des métiers qui sont proposés, des opportunités et des outils, il y a des changements de carrière professionnelle qui sont véritablement possibles à l'intérieur de la fonction publique par rapport à une image véhiculée à l'extérieur. Autre partie de votre mobilité, bon, il y a eu effectivement ce changement de métier, de passage de l'expertise à des postes comme les RH. Ensuite, changement de fonction publique, c'est-à-dire un passage à l'université. Qu'est-ce que ça appelle? Quelles ont été les étapes? Est-ce que ça a été difficile? Comment ça a été perçu? Et comment vous l'avez osé? Comment je l'ai osé? Je pense qu'il faut s'autoriser, voilà, candidater sur des offres. Moi, à l'époque, j'étais DRH adjoint, donc au département du Val-de-Marne, et je souhaitais évoluer, donc j'y suis resté 3 ans sur cette fonction-là, et je souhaitais évoluer vers un poste de DRH. Donc j'ai regardé un peu les offres, et il se trouve qu'il y avait des offres à l'État, et notamment dans les universités. Pourquoi ce choix? C'était
enfin, je n'avais pas spécifiquement ciblé un changement de fonction publique ni de travailler dans une université. C'est vraiment l'opportunité que j'ai saisie. Ce qui est sûr, c'est que il y a beaucoup de territoriaux qui ont été recrutés dans les universités en réalité, hein, et notamment sur des fonctions de DRH. Pourquoi? Tout simplement, les universités sont autonomes depuis la loi Pécresse, hein, c'est 2007, donc concrètement, ça fait une quinzaine d'années pour les plus anciennes, et que elle souhaitait opérer ce passage, vous savez qu'on l'a connu en collectivité, sur la fonction RH, de passer un peu d'une direction du personnel, hein, centrée vraiment sur les missions régaliennes de gestion, à une direction des ressources humaines, avec tout ce que ça embarque autour des problématiques RH, la mobilité, l'accompagnement individuel, etc., etc. Donc, le profil des territoriaux était intéressant pour les universités, parce qu'encore une fois, il y a de nombreux collègues qui sont issus de la fonction publique territoriale et qui travaillent en université ou qui ont travaillé en tout cas. D'accord. Je rassure nos internautes qui nous bombardent de questions que Sylvie est toujours là et qu'on va pouvoir lui en poser quelques-unes. Oui. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Jérôme, d'ailleurs, pourra répondre aussi. Troisième partie qui est en termes de mobilité, c'est aussi, et c'est le cas souvent, notamment dans la territoriale, c'est la mobilité géographique. Donc, ça, c'est quelque chose, vous êtes de la région parisienne, à Nice, maintenant Blagnac. Ce sont des choses qui ne sont pas toujours simples, qui doivent s'organiser. On a vu le nombre de questions qu'il pouvait y avoir pour suivre un conjoint, hein, parfois c'est le cas. Mais est-ce que quand on parle d'oser, ça fait partie de la démarche aussi? Oui, mais c'est ça qui est un challenge aussi et qui est une réelle opportunité de découvrir un peu d'autres cultures professionnelles, si je peux le dire comme ça, et surtout d'autres régions. La territoriale, c'est quand même, enfin moi je suis très, c'est ma fonction publique de cœur, hein, voilà. C'est une fonction publique qui est assez géniale pour ça parce que vous avez une diversité d'employeurs quand même sur tout le territoire, hein, vraiment ce que vous trouvez peu dans d'autres domaines d'activité, je trouve, et surtout une diversité de métiers, hein, parce que selon comment on les compte, mais on doit avoir dans le répertoire des métiers du CNFPT 250 métiers. Donc vous voyez que vous avez, alors bien sûr qu'on ne peut pas accéder à ces 250 métiers, on est d'accord, mais pour autant il y a des réelles opportunités d'évolution. Et je dirais pas de carrière, parce que depuis tout à l'heure, je me mords la langue. Moi, je préfère parler de parcours professionnel, parce que souvent on confond. Il y a une confusion entre sa carrière, un statutaire, ses avancements de grade ou éventuellement ses changements de cadre d'emploi, et ce que moi je préfère appeler le parcours professionnel, c'est-à-dire son évolution professionnelle, éventuellement son changement de métier, ou je passer sur des fonctions d'encadrement, etc., etc. Oui, c'est vrai que le mot carrière peut avoir une connotation de quelque chose qu'on creuse, mais c'est autre chose. Et je me permets, Hugues, de revenir sur un point qui a été évoqué tout à l'heure. On a sans doute peut-être des personnes qui nous écoutent et qui sont pas dans la fonction publique et qui pourraient, même si Sylvie l'a bien précisé, mais je voudrais insister là-dessus. Aujourd'hui, le concours, c'est pas, bien sûr que c'est la voie royale pour entrer, mais en même temps, Sylvie l'a précisé, c'est pas une garantie, puisque concours veut pas dire poste, hein, déjà, donc c'est la première chose. Et surtout, les collectivités aujourd'hui, elles recrutent des compétences, quoi. Enfin, on recrute pas un statut, on recrute des compétences et une motivation. Et bien sûr qu'entre un titulaire et un contractuel, on doit privilégier un titulaire, mais pour autant, on recrute de nombreux contractuels. Et si on regarde les statistiques de la synthèse des bilans sociaux, l'entrée par concours, c'est pas l'entrée la plus importante en réalité dans la fonction publique. Voilà. Donc je voudrais pas que des personnes qui soient pas titulaires aujourd'hui d'un concours s'empêchent de candidater. Et moi, j'ai envie de dire, allez-y. Et c'est même peut-être plus simple de rentrer contractuel, de s'imprégner de cette culture et ensuite de passer un concours. Ce sera plus facile, à mon sens, de le faire comme ça. C'était juste un petit complément par rapport à ce que vous dites. C'est une précision importante. Juste une petite question avant de revenir à quelques questions, je dirais dire plus techniques pour Sylvie. Comment est-ce qu'on répond dans un entretien à la remarque sur le fait que j'ai papillonné, voilà. Écoutez, moi, je pourrais donner l'impression, par mon parcours, d'avoir papillonné aussi. Oui, absolument. C'est pour ça que je vous la pose. Alors, moi, comment on y répond, c'est, j'ai envie de dire, sur deux axes. Le premier axe, c'est quoi le fil conducteur? C'est-à-dire, qu'est-ce qui explique
la trajectoire, sa trajectoire, voilà. Et ça, c'est important de le montrer. Et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire papillonner? Si je prends mon exemple, je suis resté, on va dire, le moins que je sois resté, ça doit être 2 ans et demi ou 3 ans sur un poste. Voilà, c'est sûr que si on change, alors on va peut-être avoir 2 temporalités dans sa carrière, dans son parcours professionnel. Pardon. En début de carrière, on va avoir tendance à accélérer un petit peu, à être un peu moins, d'aller un peu plus vite sur les postes, ou d'y rester un peu moins longtemps. Et ensuite, à mon grand âge, voilà, 5 ou 6 ans sur un poste, ça me paraît pas du tout, et au contraire. Enfin, voilà. Donc, je pense qu'on peut tout à fait s'en sortir si on montre la logique du parcours. D'accord, j'apprécie beaucoup la formule à mon grand âge, particulièrement. Bon. Bref, alors nous allons. Merci Jérôme. On va revenir sur un certain nombre de questions. Elles sont très, très, très nombreuses. Je vais essayer de les regrouper. Il y en a pas mal sur la formation quand même que je vais vous poser. Bon, sur sans l'accord de l'employeur, ça on y a répondu. Quelle est la durée maximale d'un détachement dans un autre ministère? Non, ça n'en fait pas partie. Combien de fois l'employeur peut-il refuser une formation éligible au CPF? Sachant qu'on ne peut pas avoir des réponses à toutes les questions à l'instant. Non, je pense que il peut refuser une fois, l'agent peut leur représenter la demande et après, alors parce qu'il y a aussi des possibilités de refus, non-inscription des crédits au titre de la formation, des nécessités de service. Enfin, voilà, il y a quand même des motifs de refus totalement normaux. Et je pense qu'il peut refuser une fois, l'agent peut le représenter. Et après, il y a des motifs également, alors, en particulier dans la fonction publique territoriale, qui s'échangent également dans les instances paritaires qui sont encore compétentes sur des motifs de refus de formation ou de saisine de tous les dispositifs de formation. Vous avez dit tout à l'heure que le CPF, c'était 150 heures, mais pour quelle période? Alors, c'est 25 heures par an pour un temps complet. Alors, du coup, ça dépend si l'agent est à l'exercice de son temps de travail. C'est pour ça que je disais que c'était en fonction du temps de travail de l'agent. En maximum 25 heures par an et donc avec un plafond de maximum de 150 heures. Très bien. Et puis une question que beaucoup de questions se posent, mais c'est plus un manque d'information. Le DIF est-il équivalent au CPF? Alors, c'est l'ancien. En fait, voilà. Le droit à l'individu de l'information sur le mot DIF n'existe plus. Et tous les droits qui avaient été acquis au titre du DIF et qui seraient finalement été peu mobilisés a priori dans la fonction publique, on s'en rend compte, ont été transférés, où les services RH ont été mobilisés sur ce dispositif-là, dans les comptes personnels de formation des agents. Donc aujourd'hui, beaucoup d'agents publics, normalement, ont des comptes personnels de formation au plafond finalement, puisque c'est vrai que peu d'agents ont connaissance de ces dispositifs et l'utilisent au quotidien. Alors, quelques autres questions très différentes les unes des autres, mais qui sont représentatives des demandes. Bon, celle-là, je pourrais y répondre en même temps que vous, mais je ne le ferai pas parce que c'est moi qui questionne. Comment repérer les faux postes, c'est-à-dire les postes publiés parce que c'est légalement obligatoire, mais qui sont déjà pourvus? Alors, il y a de la publicité légale dans tous les cas où voilà, les employeurs publics ont l'obligation de publier les postes. Alors, il y a la publicité légale sur la bourse de l'emploi. Après, il y a les offres associées à ces publicités-là. Alors, on s'en rend compte souvent sur les sites, en allant sur les sites des employeurs, où si le poste est là, sur le site internet des employeurs, c'est que souvent, il y a une véritable recrutement et nécessité de vacances ou de création de postes derrière. Jérôme, sur ce sujet, vous n'avez pas de... Sincèrement, je ne saurais pas répondre. Non, mais je pense que c'est un peu opaque et je le vois en interne. Enfin, après, c'est vrai que c'est cette obligation de publicité qui est trompeuse. Complètement, voilà. Mais il y a aussi un enjeu pour les collectivités de mobilité interne et aussi de favoriser cette mobilité interne, en fait. Hein. Donc, ceci explique cela, en fait. Oui, c'est ça. C'est bien. Et ça arrive, bien sûr, qu'on le mette en publicité, qu'il y ait des candidatures à la fois internes et externes, et que finalement, on priorise la mobilité interne, et du coup, le poste a l'impression d'être un faux poste, alors que pour autant, ça n'est pas un faux recrutement. Étant de catégorie B, est-il possible de faire valoir un diplôme, en l'occurrence Bac+5, pour postuler à un poste de catégorie A? Alors,
Je me permets, Sylvie, parce que je vais faire une réponse pas du tout statutaire. Non, mais je pense qu'il faut qu'on sorte, parce que le statut, c'est un outil, il ne faut pas que ça soit un carcan. Voilà. Parce que aujourd'hui, nous, à Blagnac, on a des agents de catégorie C sur des postes de B, des B sur des postes de A, etc. etc. La catégorie, c'est une chose, les compétences, et surtout sur des postes d'encadrement, c'est autre chose, qu'on apprécie de manière différente. Et que le diplôme est un élément, mais pas uniquement, en fait. Mais tout ça pour dire que oui, c'est possible. Enfin, Sylvie, je ne sais pas. Oui, je dirais, parce qu'on a toujours cette séparation du grade et de l'emploi, c'est-à-dire qu'on peut exercer avec un bac plus 5 et un poste de catégorie B, ça n'empêche pas. Mais la personne pourrait se retrouver en difficulté si elle postulait dans d'autres structures qui déclarent eux-mêmes ces postes en catégorie A et où là, il y aurait inadéquation statutaire ou bien, voilà. Si l'agent est titulaire de son grade, aujourd'hui, c'est quand même un peu compliqué qu'il puisse aller exercer un emploi qui n'est pas de son grade. Maintenant, la possibilité, elle l'est, mais c'est pas toujours le cas possible partout. C'est ma casquette statutaire quand même. C'est ça. Et c'est ma casquette pas du tout statutaire. En fait. C'est ça. D'accord. DRH non statutaire. Et je ne sais plus, je ne crois pas vous avoir donné les résultats de la question sondage. Avez-vous créé un compte pour consulter vos droits sur votre CPF? 62% des personnes qui nous écoutent l'ont fait. Donc, pas de commentaires. Bien, oui, c'est plutôt satisfaisant. Oui, tout à fait. Il nous reste quelques minutes, donc quelques autres questions peut-être. Je suis agent catégorie A de la fonction publique territoriale. Le ministère de la Culture me propose un détachement. Est-ce qu'il y a un risque dans l'évolution de ma carrière? Non, puisque pendant la période de détachement, la carrière de sa fonction publique d'origine continue. L'agent continue à bénéficier de ses droits. Et également, quand il est détaché dans le garade ou le corps d'accueil, il bénéficie des mêmes droits d'avancement que les fonctionnaires de cette fonction publique-là. Donc, il n'y a pas de risque particulier. D'accord. Et puis une autre qui concerne le répertoire des métiers, là, ce serait difficile peut-être d'y répondre vu le nombre de métiers proposés. Je ne trouve pas le métier de référent handicap dans le répertoire des métiers. Comment savoir à quel grade cela correspond? Donc, c'est une maille qui est peut-être qu'aujourd'hui c'est encore vu comme une fonction et pas comme un métier voilà. Mais effectivement, il n'y a sans doute pas ce niveau-là de finesse, si je puis dire, dans le répertoire des métiers territoriaux. Après, il est mis à jour régulièrement. Et régulièrement, il sort des nouvelles fiches en fonction de l'évolution des métiers. Donc, peut-être que ça y viendra un jour. Alors, on va prendre deux, trois dernières questions. Mon administration territoriale impose 2 ans sur un même poste avant une mobilité. Est-ce légal? Alors, aujourd'hui, oui, les lignes directrices de gestion, par exemple, permettent de pouvoir fixer. Oui, on n'a pas eu l'occasion. Permettent de pouvoir fixer cette politique RH, cette stratégie RH et les conditions d'évolution des parcours professionnels et pas des carrières au sein propre de la collectivité. Donc ça, oui. Et comme les lignes directrices de gestion sont publiées et portées à la connaissance des agents, ils ont possibilité de savoir comment ils peuvent évoluer au sein de leur propre structure. Juste un mot sur dans les lignes directrices de gestion qui sont dans la loi de transformation. Juste expliquer ce que c'est en 2 mots à nos auditeurs. Alors, les lignes directrices de gestion donc, ont été mises en œuvre. Alors, elles sont valables pour les 3 fonctions publiques. Le décret vraiment est l'ensemble des fonctions publiques. Et elles permettent de fixer une partie, la stratégie pluriannuelle des ressources humaines de l'employeur, donc les ministères ou les collectivités. Et dans le deuxième volet, la stratégie de promotion et de valorisation des parcours des agents. Donc, à travers un certain nombre de critères et de politiques menées, où c'est écrit, les stratégies sont écrites, les évolutions sont connues, et donc l'agent a la possibilité de se projeter dans son parcours professionnel au sein de l'ensemble des structures. On a toute une série de questions qu'on pourrait regrouper sur qu'on a moins évoqué, qui est la promotion interne. Et les questions, comment ça se passe en termes d'inscription au tableau des effectifs. Donc,
Voilà, c'est peut-être plutôt inscription sur le, enfin, quand est-ce qu'on est promouvable plutôt. Oui, c'est ça, c'est ce que j'entends dans la question. Il y a deux choses en fait. Il y a les conditions pour être promouvable. Il y a un premier étage de la fusée qui sont des conditions statutaires, hein, c'est-à-dire souvent les conditions d'ancienneté en réalité. Et le deuxième étage de la fusée, c'est ce qu'a évoqué Sylvie, c'est-à-dire c'est la politique RH de la collectivité qui sont dans ces lignes directrices de gestion. Donc, c'est-à-dire quels sont les critères sur lesquels la collectivité va choisir de promouvoir tel ou tel âge. Et puis, pas mal de questions sur la candidature, le fait de faire des candidatures spontanées dans la fonction publique. Alors, est-ce que c'est pas plutôt plus facile dans la fonction publique territoriale qu'ailleurs, vu le nombre d'employés? Oui, c'est sûr que ça peut. Alors, c'est sûr que c'est pas ce qui rapporte le plus. Sans doute, il vaut mieux se positionner sur une offre. Pour autant, si on veut démarrer dans les collectivités, et on peut aussi tout à fait envoyer une candidature spontanée, parce que les collectivités constituent des viviers dans lesquels elles pourraient aller chercher des candidatures, des profils, par rapport peut-être pour des remplacements déjà, pour commencer, voire pour des postes qui seraient publiés. Mais donc la réponse est oui, mais sans garantie voilà. Et encore une fois, il vaut mieux répondre quand l'offre est publiée, parce que là, on a un besoin pérenne. Et donc, c'est une garantie un peu plus importante. Et après, les candidats ont également la possibilité de faire un peu comme à Pôle emploi, de déposer leur profil, leur CV. Et donc, les employeurs aussi qui sont à la recherche ont la possibilité d'aller, via leur accès employeur, consulter ces viviers de sites d'emploi public. Donc, voilà, entre l'offre et la demande, des fois, les hasards des rencontres, les hasards des opportunités. On revient à ce qu'a dit Jérôme Pech tout à l'heure. Ben voilà, le parcours professionnel peut démarrer des fois sur une candidature spontanée dans la fonction publique. Bien, on est parti de la carrière pour arriver jusqu'au parcours professionnel. C'est un beau pas. Bon, on va devoir arriver à la fin du temps qui nous était imparti pour cette webconférence. D'abord, je voulais vous remercier infiniment tous les deux pour votre disponibilité dans l'autre sens du terme, et pour la qualité de vos réponses et puis la variété des deux. C'était fort intéressant. Merci beaucoup également à la CASDEN qui a permis la réalisation de cette webconférence. Il y en a d'autres qui viendront. Je vous rappelle qu'elle est en replay et que vous pourrez donc la charger. De toute façon, vous recevrez un mail dans ce sens-là. Vous pouvez également, pour certaines questions plus techniques, plus juridiques, poser la question à VK Ligne Expert qui peut répondre à toutes vos questions directement. Et peut-être que certaines, d'ailleurs, si elles sont regroupées, posant à peu près toute la même chose, je vous ressolliciterai simplement pour envoyer par mail les réponses à certains de nos internautes. En tout cas, merci pour ce moment partagé. Merci à nos internautes de leur fidélité et à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.